Mesdames, Messieurs, bonjour à toutes et à tous. Nous sommes au 3e et dernier jour du FIC. Et s'il est un sujet qu'il fallait garder pour la fin, c'est bien celui-ci. Sécurisation des IA génératives, il y a urgence. Une urgence chiffrée, d'abord. Plus d'un salarié sur 2 utilise aujourd'hui l'IA générative dans un cadre professionnel. Et pourtant, selon une étude du Conference Board, seule une organisation sur 4 dispose d'un cadre formel pour en encadrer les usages. Une urgence aussi qui est stratégique, car derrière chaque prompt et chaque automatisation se cachent des risques réels, fuite de données, violations réglementaires, dépendance aux fournisseurs et hallucinations algorithmiques. Je suis Iman Daou, manager au sein des équipes cybersécurité et protection des données chez SIA, et j'ai le plaisir d'animer cette table ronde aujourd'hui avec 5 voix expertes au regard qui vont être complémentaires. Nous avons aujourd'hui présent Vincent Maré, Florence Mottet, Charlotte Barrault, Tom Martin-Roloff et Julien Richard. Ce que nous vous proposons aujourd'hui, ce n'est pas tant un tour d'horizon technique, mais bien une conversation de fond pour justement tenter de comprendre et d'accompagner cette révolution sans sacrifier la sécurité, la souveraineté, ni la confiance. Et pour commencer cette conversation, j'aimerais poser une première question qui est simple en apparence, mais qui est à l'intersection de l'innovation, de la maîtrise des risques et de certaines tensions qui se veulent creuses. Alors, comment encourager justement l'expérimentation? Comment innover vite, sans ouvrir la boîte de Pandore et sans aller trop loin ou trop tôt? Et j'aimerais démarrer avec vous, Vincent Maré. Vincent, vous êtes associé chez KPMG France et vous dirigez les activités cybersécurité. Et vous êtes aussi l'auteur d'un ouvrage de référence sur les risques liés aux technologies émergentes. Dans vos travaux, vous distinguez avec acuité 2 grandes familles de risques, ceux sans intention malveillante et ceux liés à une volonté délibérée de nuire. Alors en matière d'IA générative, justement, qu'est-ce que ces distinctions changent? Et selon vous, dans la manière, qu'est-ce qu'elle change justement dans la manière d'évaluer et d'anticiper les menaces? Merci. En effet, on a vu ces dernières années dans la presse un certain nombre d'incidents. La fameuse IA d'Amazon qui discrimine les femmes à cause de biais, par exemple, et on a testé, chacun d'entre nous a testé ChatGPT et a pu voir des hallucinations, des erreurs. Mais ça, c'est des risques qui sont liés aux caractéristiques intrinsèques des algorithmes de machine learning, au réseau de neurones, mais il n'y a pas d'intention malveillante. Le problème de l'explicabilité ou du manque d'explicabilité aussi, c'est un problème qui est intrinsèque à ces nouvelles technologies. Mais il faut également se dire que si aujourd'hui et demain l'IA apporte de la valeur, et c'est quand même le but, eh bien ce que l'histoire nous a enseigné depuis 20 ans, c'est qu'il y a des personnes qui sont des méchants, des personnes malveillantes de par le vaste monde, qui vont s'attaquer à cette valeur, soit pour la capter, soit pour faire chanter les propriétaires de cette valeur. Et c'est ce qu'on a vu avec la révolution Internet qui, quelques années plus tard, a amené les ransomware et des sociétés qui se retrouvent sur le carreau. Et parallèlement, dans la recherche académique, depuis quelques années, il y a des centaines de papiers, des milliers de papiers qui sortent chaque année, qui décrivent des attaques contre les IA, qui vont au-delà des incidents où il y a vraiment une malveillance. Alors c'est des chercheurs, donc ils sont là pour dire les choses et pour dire qu'il y a des risques. Par exemple, vous avez l'empoisonnement de données, vous avez l'insertion de portes dérobées dans les IA, vous avez les contenus adversariaux, vous avez le jailbreaking, le prompt injection récemment avec les IA génératives, vous avez le vol d'IA aussi, le modèle extraction. Donc tout ça, c'est des choses qui aujourd'hui sont plutôt dans la sphère de la recherche académique, mais demain,
eh bien, c'est quelque chose qui pourra se révéler un peu comme un nouvel espace de malveillance, et donc les entreprises, les organisations qui qui sont en train d'expérimenter et qui demain mettront en œuvre des IA pour améliorer les process, pour générer de la valeur, eh bien, il faut se préparer à ça. Il faut se préparer au fait qu'il y a des techniques nouvelles liées à ces algorithmes, à ces nouvelles technologies, et qui demain pourront être un support de la malveillance. Et donc, il faut dès maintenant réfléchir à ça et commencer à se protéger. Merci Vincent pour cette distinction qui est essentielle et qui nous oblige en réalité à regarder au-delà des scénarios classiques d'attaque. Mais il y a aussi une autre forme de risque, plus insidieuse peut-être, et qui touche à la donnée elle-même, à sa nature et à sa sensibilité. Et justement, Charlotte Barrault, vous êtes experte en intelligence artificielle et vous travaillez justement sur ces zones grises au sein de la CNIL depuis quelques années. En décembre dernier, les autorités européennes de protection des données ont rendu un avis sur la nature juridique des modèles d'intelligence artificielle. Et dans quel cadre nous aimerions savoir est-ce que cet avis a été rendu, émis, et surtout un modèle d'intelligence artificielle peut-il encore être considéré aujourd'hui comme étant anonyme ou comme étant un objet neutre, et si justement il a été entraîné à partir de données personnelles. Merci beaucoup Iman. Et merci pour l'invitation, j'en profite. Donc effectivement, cette question du statut juridique d'un modèle d'IA, à savoir en fait, est-ce qu'un modèle d'IA c'est une donnée à caractère personnel, hein, c'est ce qu'on dit dans le jargon juridique pour dire est-ce qu'il contient des données personnelles. En fait, si vous voulez, c'est un peu une manière différente de poser la question de la sécurité des modèles. C'est-à-dire qu'au lieu de se demander est-ce que y a des risques, enfin vraiment de voir un modèle d'IA sous l'angle de la cybersécurité, on peut aussi adopter un autre point de vue et retourner un peu la question en se disant mais au fond, est-ce qu'un modèle d'IA c'est anonyme et est-ce que c'est confidentiel par nature? C'est-à-dire que plutôt que de considérer que quand il est soumis à des attaques, on a des pertes de confidentialité, on peut considérer la question c'est est-ce que par défaut, en fait, c'est confidentiel? Et c'est pas évident qu'un modèle d'IA, finalement, par défaut, soit confidentiel, et uniquement lorsqu'il est soumis dans certains contextes à des attaques, finalement, il change de statut, et puis on arrive à déduire des données personnelles. Et c'est une question qui est compliquée parce qu'elle pose la question de l'applicabilité du règlement européen de protection des données, donc la réglementation sur les données personnelles, évidemment la qualification juridique de ces modèles en tant que données personnelles ou pas, ça va déterminer le fait que ces modèles vont être soumis à cette réglementation. Donc c'est important du point de vue réglementaire de se poser cette question, mais c'est aussi une question finalement de la manière dont on perçoit la sécurité de ces modèles-là. Et donc, en décembre, effectivement, les autorités de protection des données européennes ont rendu un avis qui répondait à une question en apparence simple, mais très très complexe, qui est est-ce qu'un modèle d'IA qui a été entraîné sur des données personnelles est par défaut anonyme? C'est-à-dire qu'est-ce que on doit considérer qu'un modèle c'est forcément anonyme et puis éventuellement on règle le problème de la confidentialité comme une violation de données, comme une violation du secret et plutôt que d'adopter ce point de vue-là, en fait, les autorités de protection des données, elles ont décrété finalement qu'on ne pouvait pas considérer que c'était le cas et qu'en fait un modèle d'IA, par défaut, il faut pouvoir montrer qu'on a un certain niveau de sécurité, et c'est ça qui est intéressant, c'est que finalement la sécurité et les mesures de sécurité du modèle, elles informent la qualification juridique. Un modèle qui est très bien sécurisé ou dont on a pu montrer qu'il présentait pas de risque de perte de confidentialité, éventuellement il pourrait sortir du champ de la protection des données, mais c'est pas un élément qu'on peut accepter tel quel par défaut. Et donc pour rebondir avec ce que disait Vincent, ce qui est important dans le cas des modèles d'IA,
c'est qu'il faut bien comprendre que c'est pas uniquement les attaques de personnes qui sont qui sont vraiment expertes de l'informatique, c'est pas uniquement ces choses-là qui créent des risques de perte de confidentialité. On a aussi des pertes de confidentialité juste en interagissant avec le modèle, en écrivant des prompts de manière parfois tout à fait non malveillante. Et donc c'est vraiment en prenant en considération ces risques de mémorisation qui sont très bien documentés dans la littérature scientifique, des risques de régurgitation qui sont possibles à la fois par attaque, et donc ça, c'est ce que disait Vincent, à la fois dans le cadre d'attaques malveillantes, mais aussi dans le cadre d'un usage tout à fait courant. Merci Charlotte pour cet éclairage. Ce que vous dites, c'est qu'avant même de parler de technologie, il faut parler de qualification, il faut parler de cadre et de responsabilité. Et justement, cette notion de cadre, ou plus exactement de normalisation, est au cœur des travaux que mène la British Standards Institution. Alors, Julien Richard, vous représentez aujourd'hui BSI, l'un des piliers fondateurs des normes ISO. Vous accompagnez de nombreuses organisations dans la mise en place de cadres de gouvernance appliqués aux intelligences artificielles. Et dans un contexte où justement les organisations sont confrontées à des injonctions parfois contradictoires, faut le dire, qu'est-ce que ou comment la normalisation peut-elle structurer un usage qui soit responsable de l'IA générative ? Merci Iman, et puis bonjour à tous et à toutes. Très heureux d'être là aujourd'hui. Donc je dirais, pour répondre à cette question, déjà il y a un mot-clé, c'est normalisation. Parce que généralement quand on place ce terme dans une discussion, il y a un côté il fait un peu peur, je dirais. Donc le premier point, c'est déjà réconcilier la pratique, je dirais, des risques et la gestion des risques d'entreprise avec ce qu'est la normalisation. Surtout peut-être en France, j'allais dire, il y a une vision aussi de la normalisation pour X raisons qui est un peu distante et pas forcément positive. Donc tout le challenge pour nous aujourd'hui, à BSI, mais pas que évidemment BSI, c'est de réconcilier aussi les entreprises avec la logique de normes, au sens un outil qui permet de manière collaborative, parce que pour Apple les normes ne sont pas issu d'une volonté d'une organisation. C'est un travail collégial, collectif, et d'ailleurs dans un contexte comme on connaît aujourd'hui, international. Donc c'est même la normalisation a presque intérêt et propriété de dépasser toute crise géopolitique ou autre. Puisqu'une fois qu'une norme, pour le coup, une norme ISO par exemple, puisqu'on va en parler après, avec l'ISO 42001 est éditée, elle fait droit contractuel, elle fait droit, légal, au sens une entreprise qui est certifiée sur cette norme et dans l'obligation de mettre en œuvre, les processus et les exigences qui y sont associées. Donc c'est presque supranational. C'est d'ailleurs pour ça qu'à mon avis, l'ISO ne plaît pas à tout le monde et on va en entendre parler prochainement probablement. Il y a des dimensions évidemment aussi de pression sur ces sujets-là, puisque quand on parle de normalisation, ça a vocation à standardiser une approche, qu'elle soit sociale, environnementale, et aujourd'hui on parle d'IA. On a beaucoup travaillé chez BSI sur ce sujet, mais pas que avec le IA Act, bien en amont, y compris avec des autorités qui peuvent être comme la CNIL ou toutes les entreprises ici présentes, puisque les entreprises participent à l'élaboration des normes. Donc il faut se dire qu'elles sont faites pour les entreprises, et pas à l'inverse. Ce ne sont pas des normes administratives au sens comme on peut l'avoir tous les jours dans notre vie au quotidien. Elles ont vu de protéger les organisations, les aider à gouverner les risques nouveaux, d'anticiper ces risques et à devenir résilientes par rapport à des incidents ou des évolutions qui pourraient s'opérer dans des situations soit d'attaque, soit de biais divers et variés qui sont découverts au jour le jour. Ce que les entreprises connaissent de l'IA aujourd'hui, c'est ce qu'elles sont capables de détecter. Donc l'intérêt de la norme, c'est qu'elle leur permet d'avoir des moyens de détection et de mise en place d'un certain nombre de critères de protection, j'y reviendrai plus tard, pour, devenir résiliente et surtout rassurer in fine le régulateur et les consommateurs que vous êtes. Je pense que quand vous utilisez un produit, vous préférez savoir ce que vous utilisez. On pense basiquement à des voitures, par exemple.
on se dit qu'elles sont testées. C'est la même chose pour des produits IA. Si demain vous utilisez des produits IA, je pense que vous préférez savoir à un moment donné qu'ils ont une sécurité à certains égards plutôt que l'inverse. Donc la vocation, c'est aussi rassurer le consommateur. Et clairement, la normalisation est un partenaire de l'innovation et pas l'inverse. Et à la vocation surtout à aider les entreprises à être dans une vision stratégique et prospective. Donc aussi, c'est un facteur de business très clairement. J'y reviendrai quand on parlera de l'ISO 42001. Merci Julien. En réalité, ce que vous venez de rappeler, c'est que la normalisation peut devenir un réel levier de confiance, à condition qu'elle soit pensée comme un outil au service de l'action. Et cela m'amène naturellement vers vous, Florence Mottet. Florence, as a Vice President. En tant que vice-présidente pour la sécurité des informations et CISO chez Zalando, vous êtes responsable de la stratégie sécurité de l'une des plateformes du secteur de la mode les plus avancés. Vous n'êtes pas seulement détaillant, mais aussi des spécialistes des technologies qui façonnent le futur du commerce personnalisé, des IA conversationnelles aux grands outils internes. Vos équipes intègrent l'IA dans la structure et les opérations de la société, et plutôt que de résister, vous préférez accompagner, établir un cadre de sécurité et affiner des modèles sur plus de 85 000 prompts. Et ma question est de savoir que dans cet environnement qui évolue si vite, comment est-ce que vous avez fait pour transformer la gouvernance en force qui permettent l'innovation? Merci, Iman. Bonjour tout le monde. Pour répondre à votre question, je vais vous ramener à la fin 2022, au moment où tout d'un coup, l'IA générative a émergé avec ChatGPT. Et donc, comme vous l'avez bien dit, Zalando est une société technologique. Il y a beaucoup de gens qui ne le savent pas. On est vraiment une société technologique qui travaille par hasard dans le mode. Et tout d'un coup, on avait toutes ces équipes business avec des idées. Comment est-ce qu'on peut améliorer l'expérience du client à travers ces IA génératives? Et l'une des idées a été un assistant IA, Zalando Assistant, qui aide les clients à trouver le produit qu'il faut pour n'importe quelle occasion. Et en début 2023, l'équipe a commencé à travailler sur ceci et on nous a appelé pour dire service de la sécurité, est-ce que vous pouvez nous aider? Et donc, on n'était pas vraiment prêt, mais on a relevé le défi. Et on a commencé avec des modèles de menaces et avec notre méthodologie habituelle. Et on s'est rendu compte qu'on était face aux mêmes risques traditionnels de risques et de sécurité, mais il y avait de nouveaux risques qu'on ne gérait pas habituellement, des mauvaises configurations, des hallucinations, Et donc là, on s'est rendu compte qu'il fallait travailler encore plus étroitement avec le métier, les métiers qu'avant. Et ça a été utile, on a appris beaucoup, on a beaucoup réparé, on a identifié beaucoup de problèmes, on a réparé des choses avant le lancement. Et l'une des techniques de rémédiation qu'on a utilisées, c'était 85 000 prompts que nous avons classés, business ou pas, malveillants. Et ce qui ne relève pas du business aussi est important, car comme vous l'avez dit, il ne s'agit pas que des attaques. Parfois, il y a une erreur inhérente au modèle ou à l'application. Et donc, ce système de classement est utilisé toujours comme une des couches dans la validation des prompts qu'on reçoit. Et donc, ça a été le premier pas. Mais que le premier pas. Et depuis, on a fait beaucoup d'autres pas. On a toute une méthodologie pour l'IA et l'IA générative particulièrement, et qu'on utilise tous les jours avec nos équipes. Et donc la raison pour laquelle je pense que ça a eu du succès, c'est vraiment la collaboration. C'est ce mot qui est le mot-clé, car Zalando Assistant a été
La première, appli IA générative pour le client. On a tous appris, les équipes technologie, d'ingénierie, de sécurité. On était vraiment partenaires dans cet effort. On a suivi, bien évidemment, notre méthodologie, mais on a identifié les problèmes. On a fait en sorte de réparer les problèmes aussi. Et pour moi, cette collaboration, c'est vraiment ça qui a ouvert la porte aux autres équipes pour qu'elles puissent nous contacter au moment où elles avaient envie d'utiliser l'IA. Et vous nous avez montré qu'avec la bonne méthodologie et les bons cadres, il est possible de donner le pouvoir aux équipes et de ne pas monopoliser le contrôle. Mais dans d'autres secteurs, notamment la banque, les contraintes sont différentes. Les enjeux sont plus importants. Il y a le risque réglementaire aussi qui est permanent et la tolérance au risque est beaucoup plus faible. Tom Martin-Roelofs, en tant que responsable mondial de la stratégie de la sécurité et des données, vous êtes dans les secteurs les plus réglementés. La Banque internationale, ING, a toujours été en première ligne de la transformation numérique, mais votre approche de l'IA générative a été prudente. Avec peu d'usage, des environnements très contrôlés et une analyse des risques avant le déploiement. Et alors que l'IA traditionnelle fait déjà partie de vos stratégies de défense et de détection, l'IA générative introduit une nouvelle couche d'imprévisibilité. Et donc, comment trouver le juste équilibre entre le besoin d'innovation et la responsabilité pour éviter les effets indésirés? Bonjour, je travaille dans la banque avec une équipe qui développe des modèles pour notre sécurité. Et donc, c'est de ce point de vue-là que je m'adresse à vous. Nous, on ne fait pas de modèles pour les clients qui sont ouverts à une attaque directe de cette façon-là. Et je pense que vous l'avez bien décrit. Si vous regardez notre usage actuel de l'IA générative en matière de sécurité, c'est vraiment assez limité. On étudie l'intelligence artificielle générative, bien évidemment, mais l'usage est très limité. On étudie les possibilités, il y a des perspectives intéressantes et ensuite il faut réfléchir, par exemple, à enrichir des alertes issues de la détection pour établir le contexte ou, par exemple, si il y a de nouveaux règlements ou de réglementations, on a des textes très longs qui se chevauchent avec d'autres règlements, au moins en partie, et on étudie la question de savoir si on peut avoir des modèles d'IA générative qui résument les textes avec un bon niveau de qualité, et pour établir les liens entre les nouveaux textes et les textes existants et les mesures déjà en place chez nous. Et donc, pour améliorer la vitesse à laquelle on puisse étudier les nouveaux textes et aussi faire un retour si jamais on nous demande notre avis sur un règlement en cours de développement. Donc, pour nous, l'usage est très limité et aussi, surtout pour la sécurité dans la banque. Je pense que dans une banque, la responsabilité pour la sécurité, c'est vraiment à un très haut niveau. Et s'il y a une hallucination, si ChatGPT sort des mots bizarres, ou vous montre une image avec quelqu'un qui a 6 doigts, c'est pas vraiment un problème, c'est assez rigolo. Mais pour la sécurité, c'est pas pareil. Là, c'est un tout autre niveau d'importance et on peut pas en dépendre pour la détection ou pour les choses critiques. Mais ça reste une technologie qui a ses promesses. Je ne sais pas pour ce qui est de l'IA générative, je ne sais pas si en soi, avec la construction du modèle, je ne pense pas qu'on va vraiment arriver à un positionnement réellement, une position vraiment importante au niveau de la sécurité. On ne surestime pas le potentiel, je pense. Mais
Dans le secteur de la banque, il y a un parcours. Et à la différence de beaucoup d'autres entreprises qui peuvent aller vite et peuvent être disruptifs, là, pour une banque, ce n'est pas pareil. Et donc, notre parcours commence par une analyse des risques. Si on développe des modèles, il faut faire des pen tests, il faut des évaluations sur les éventuelles fuites de données possibles, fuites de données personnelles, et donc il y a tout un parcours assez long. On y consacre des efforts, mais je pense que la plus grande partie des efforts relève plutôt de l'IA traditionnelle et l'apprentissage machine. Et là où je vois peut-être des applications pratiques, c'est plutôt dans la prévention des fuites de données, car là, souvent, les évaluations, les contrôles qu'on mène sont assez techniques avec des adresses IP, des comptes, des connexions. Et les LLM, leur force, c'est de pouvoir bien comprendre un texte. Et là, pour la détection, ça peut être un cas d'usage intéressant. Merci, Tom. Innovation de cadre, mais la gouvernance, elle, ne se décrète pas, elle se construit. Et cette construction suppose de clarifier les rôles, les responsabilités et parfois même les frontières entre deux régimes juridiques, celui de la conformité et celui de la sécurité. Charlotte, le règlement européen sur l'intelligence artificielle, ou le AI Act, adopté en mars 2024, a introduit une approche par les risques pour les personnes. Ce qu'on aimerait comprendre aujourd'hui peut-être, c'est en quoi cette logique de sécurité par et pour l'humain diffère-t-elle, selon vous, de l'approche classique du RGPD, et surtout, comment est-ce que ces deux cadres peuvent-ils se complémenter sans se contredire? Alors, donc merci pour cette question assez générale qui permet de reprendre un petit peu les grands principes de la régulation du numérique. Donc, le règlement IA ou AI Act, effectivement, il a une approche par les risques à deux égards, c'est-à-dire qu'il classifie donc différents niveaux de risque avec différentes exigences en fonction du niveau de risque de l'outil. Pardon, oui, autant pour moi. Et donc, à la fois donc cette classification en fonction du niveau, mais aussi à un deuxième titre qui est qu'en fait, c'est une approche de sécurité des produits. Donc, ça rejoint tout à fait ce que disait Julien sur les normes. En fait, dans le règlement IA, il y a la notion de normes harmonisées. En fait, le principe de ce type d'approche réglementaire, c'est de faciliter l'intégration de la réglementation dans l'industrie en passant par un certain nombre de garanties de conformité pré-mise en service. Et ça, c'est assez nouveau finalement pour des outils qu'on pourrait appeler des systèmes d'information. En fait, classiquement, c'est utilisé pour des produits qui sont vraiment, bon, par exemple pour les prises électriques ou l'aéronautique. Mais là, on parle vraiment de systèmes d'information. Et donc, toute la nouveauté de l'approche est là, c'est faire d'un système d'information un produit certifié qui est soumis à des contraintes. Et là, la nouveauté là aussi, c'est que ces normes harmonisées, elles ont valeur de conformité, c'est-à-dire que en fait, c'est obligatoire de se soumettre à ces pratiques avant de déployer ou même de développer un produit. Donc, il y a vraiment une sécurité pré-mise en service et même préconception qui est très importante, avec des contraintes qui pèsent aussi sur le fournisseur et pas uniquement sur le déployeur. Et donc, cette approche-là, elle est tout à fait complémentaire du règlement sur la protection des données, puisque le règlement sur la protection des données ne vise pas de catégorie particulière de technologie. Ça s'applique à n'importe quelle technologie qui intégrerait des données personnelles, donc d'où la question de savoir est-ce qu'un modèle d'IA c'est une donnée personnelle. Et donc leur intersection, ça va être tous les systèmes à haut risque
qui ont été entraînés, potentiellement qui ont été entraînés sur des données personnelles ou qui sont déployés, qui intègrent des données personnelles. Donc typiquement, ça peut être des modèles d'IA dans le domaine de la santé, par exemple. La plupart intègrent des données sensibles, en fait, des données personnelles sensibles. Et donc ces deux règlements se complètent là-dessus. C'est-à-dire que dans le RGPD, on n'a pas cette sécurité, cette conformité pré-marché. On est plutôt dans le post-marché, c'est-à-dire le contrôle, éventuellement sanction, même si on a aussi un certain nombre de mécanismes d'accompagnement et puis surtout on a aussi quelques dispositifs que j'appellerais pré-marché. Donc par exemple on délivre des autorisations de recherche dans le domaine de la santé. Ce qu'il faut savoir c'est que le développement d'un algorithme dans le domaine de la santé c'est assimilé à de la recherche dans le domaine de la santé. Donc on a quelques opérations comme ça de conformité. Et donc pour un peu comprendre l'essence de la différence entre les deux, c'est que le RGPD, la protection des données, c'est vraiment une approche réglementaire qui se place sous le prisme du droit individuel, de la privacy, de la confidentialité, un peu une approche de capacité, de possibilité de chaque individu à disposer de ces données. Une donnée personnelle, c'est pas utilisable dans n'importe quelle condition. On a un droit d'accès, on a un droit d'information. Il y a une idée de transparence. Cette idée de transparence envers l'usager, elle est reprise dans le règlement IA, notamment concernant les exigences appliquées à l'IA générative. Il y a des obligations de documentation. Il y a aussi des obligations d'informer la personne qui interagit avec une IA que c'est une IA. Ça, c'est très important. C'est vraiment de la transparence et c'est très similaire à ce qu'on retrouve dans le RGPD. Maintenant, le règlement IA va dans une autre catégorie de risques, qui sont les risques systémiques et qui ne concernent pas uniquement la confidentialité, mais qui concernent aussi vraiment l'explicabilité. Alors, c'est des notions qu'on retrouve aussi dans les données personnelles, des exigences d'enregistrement, de traçabilité. Et vraiment, il faut vraiment comprendre que dans un des cas, on parle d'un produit. Et dans un des cas, on parle des conséquences pour les personnes dont les données se trouvent finalement intégrées d'une manière ou d'une autre dans le modèle. On le sait dans le cas des IA génératives, quand on a des photos, des IA qui sont entraînées sur des images de personnes ou sur des textes écrits par des personnes contenant des informations sur elles, et même de la voix. Il y a de plus en plus de modèles qui sont entraînés sur des voix de personnes. Donc c'est un sujet qui est aussi grandissant et qui finalement est parfaitement à l'intersection de la protection des données personnelles. Merci Charlotte. À l'intersection, on retrouve cette notion de transparence qui reste au centre et qui est ô combien importante. Julien, justement, au sein de BSI, vous accompagnez, et vous le mentionniez tout à l'heure, la publication de l'ISO 42001, qui est le premier standard international dédié à la gouvernance de l'IA. Mais cette norme, on peut dire qu'elle est peut-être ambitieuse et se demander si elle s'adresse à toutes les organisations, à toutes les entreprises, ou peut-être est-ce que à ce stade elle resterait pas, en tout cas c'est ce qu'on pourrait avoir tendance à croire de prime abord, l'apanage uniquement d'acteurs déjà très avancés technologiquement, ou autrement dit, peut-on aujourd'hui tout de même démocratiser l'excellence en matière de gouvernance de l'intelligence artificielle en s'adressant à toutes les organisations, quelles qu'elles soient, qui prétendent ou tendent à manipuler ces technologies? Alors, merci beaucoup pour cette question. Mais j'ai une bonne nouvelle, c'est qu'en effet, on peut dire que il y a une démocratisation dans la pratique aujourd'hui normative, et paradoxalement dans un contexte peut-être un peu anxiogène sur ces sujets de l'IA et pour plein d'autres raisons. L'ISO 42001 paraît comme gérer une solution qu'il faut voir positivement. Alors, évidemment, il y a des contraintes, puisqu'elle s'adresse à toutes les organisations. Après, comme le disait Charlotte, dans un contexte réglementaire, pour certaines organisations, même s'il n'y a pas forcément de lien automatique aujourd'hui entre la réglementation européenne et cette ISO, beaucoup d'organisations dites à haut risque en termes, je dirais, surtout celles qui développent de l'IA, ou qui ont une solution de déploiement qui, je dirais, a un impact important dans la nature de leur activité, pour elles, je dirais, c'est être incontournable à un moment donné, si tout du moins elles veulent, en termes de business comme en termes de démarche sociale et responsable, démontrer qu'elles sont dans les clous. Mais ça s'adresse également à toute TPE, PME,
qui à un moment donné, y compris, on est dans l'ère de la start-up aussi, beaucoup d'innovations et beaucoup d'entre elles ont aussi envie de démontrer qu'elles sont dans leur trajectoire d'innovation responsable. Donc, qui dit responsabilité en amont, ça a été dit, avant même peut-être, quand on parle de IA by design, on pourrait dire, il s'agit de se poser la question de la mesure. Hein. Comment construit-on un produit IA? Est-ce qu'on laisse, je dirais ça, des savants fous avec des grands guillemets, ou est-ce qu'on se pose des questions qui sont à la base dans la conception, si ce n'est même peut-être pour mettre en place des produits qui ont un objet marketing et économique, social et responsable, comme on peut en parler dans le domaine environnemental, quand on parle de produits compatibles avec des éléments relatifs à la transition écologique, à l'atténuation des changements climatiques, etc. Donc, je reviens à la notion d'usage. Donc oui, cette ISO a vocation à aider, en fin de compte, une mise en œuvre d'usage qui soit à la fois responsable et puis surtout qui soit évolutif. Donc ça s'adresse à toutes les organisations qui s'intègrent dans un cadre de gouvernance où la direction, au final, accepte le fait qu'un regard extérieur, puisque par exemple BSI est organisme de normalisation certes, mais aussi accrédité pour la délivrance des certifications, donc ils acceptent un regard extérieur sur leur capacité de mesure, d'évaluation de l'efficacité de ce qu'ils ont initialement décidé, parce que le problème de toute innovation, c'est le delta entre ce qu'on décide initialement dans la conception et puis la réalité de ce qui se met en œuvre. Et là, je ferai un parallèle, pour terminer, à ce qui se passe, par exemple, dans le secteur médical qu'on connaît bien, puisqu'on est organisme notifié, donc on certifie des dispositifs médicaux. Je pense que tout à chacun, vous préférez savoir que ces dispositifs sont testés, évalués avant d'être mis en œuvre sur le marché. Bah, la question est du même ordre. Hein. Donc, pour des sociétés qui ont des risques IA importantes, en effet, on va pouvoir différencier à un moment donné les entreprises qui, dans une logique produit, ont une démarche responsable et surtout qui acceptent un contrôle. Après, ce qui ne l'acceptera pas, ça c'est un autre sujet, mais c'est l'avantage de la normalisation et de l'ISO, c'est que ça s'impose à toutes les organisations qui demain, par exemple, voudraient opérer en Europe. Elles devront démontrer un certain nombre de respect des régulations que nous on souhaite pour des raisons qui nous incombent, qui sont, je pense, très honorables. Et pour le coup, cette certification est aussi un moyen, ce qu'on appelle d'interopérabilité, c'est-à-dire de discussion supranationale entre les entreprises qui, à un moment donné, se positionnent, y compris pour transformer les sociétés et puis apporter des produits qui soient à la hauteur de ce que le consommateur souhaite. Donc oui, ça s'adresse à toutes les entreprises et c'est sa vocation à surtout démontrer un engagement stratégique et responsable en matière d'IA. Merci Julien, merci d'avoir rappelé que cette normalisation a vocation à qu'elle est inclusive et qu'elle n'a pas vocation à exclure les entreprises ou organisations qui se voudraient peut-être plus petites ou moins matures. Justement, Florence, chez Zalando, vous avez fait de cette gouvernance un réflexe collectif. You said with conviction that AI governance is not the job. Vous avez dit avec conviction que la gouvernance IA n'est pas le travail d'une seule équipe, mais une responsabilité collective. Et pourtant, dans la plupart des organisations, la gouvernance ressemble encore à un silo, ou juste une case à cocher. Qu'est-ce qui a été nécessaire pour rendre cette responsabilité opérationnelle partagée chez Zalando et comment est-ce que vous vous assurez qu'elle reste transformatrice plutôt que performante? Merci Iman pour votre question. Je vais vous ramener de nouveau fin 2022 avec la croissance de l'IA générative, la lancée de ChatGPT. Il y avait plein d'idées qui émergeaient pour soutenir nos clients, mais ce n'était pas juste en externe. En interne, nous avions également des idées pour utiliser l'IA générative comme levier. En parallèle, en décembre 2022, le Conseil de l'Europe a confirmé l'adoption d'une motion liée à l'AI Act. Et on s'est dit, c'est parfait. On pourra promouvoir l'innovation en
et en même temps se préparer pour le paysage réglementaire qui nous attend. Donc, on a mis en place une équipe pour travailler vers cet AI Act. En 2023 et 2024, nous avons mis en place un process très strict pour faire ces deux choses. Donc effectivement, comme vous le disiez, c'est pas le travail d'une seule équipe. Ça rassemble plusieurs personnes, plusieurs équipes, des experts en mégadonnées, des experts juridiques, etc. Donc d'abord, bien sûr, il y a une revue, une analyse. Est-ce qu'il y a un produit ou un modèle d'IA chez Zalando qui peut déjà être utilisé, ou est-ce qu'il faut en créer? Si c'est un nouvel outil, quel genre de contrôle doit-on mettre en place? Et donc le résultat a été quelque chose de très formalisé, quelque chose de très structuré. Aujourd'hui, si vous êtes un salarié de Zalando et que vous voulez expérimenter avec l'IA générative, il y a un process et nous sommes là pour vous accompagner. Pour moi, la raison pour laquelle cela fonctionne, pour laquelle ça reste vivant, c'est cette situation gagnant-gagnant. Où, oui, il y a une gouvernance, il y a un process, mais nous promouvons l'innovation. Donc tout le monde est entendu et il y a donc cet équilibre entre les deux. Mais aussi une culture et un alignement stratégique à tous les niveaux de l'organisation. Vincent, vous alertez sur un phénomène de plus en plus préoccupant, qui est celui de l'acculturation différenciée. On a tendance à dire que les COMEX survolent, les métiers expérimentent et puis les RSSI, que font-ils? Eh bien, ils vont rattraper et compenser. Alors comment recréer une vision partagée et qui soit lucide et responsable des enjeux liés à l'IA générative? Et est-il encore possible, selon vous, de reprendre la main sur des usages qui se diffusent parfois en dehors de tout cadre stratégique? Je pense que la clé, c'est d'avoir de construire de façon partagée au sein de l'entreprise de mettre à jour l'univers des risques, parce qu'on est bien sûr, il y a eu d'autres révolutions technologiques, mais celle-là, elle est particulière parce on constate des risques qui sont absolument nouveaux, voire très inattendus. Et on a vécu dans un monde d'informatique déterministe, ou avec des ERP, des choses qui sont censées être précises à la virgule près, etc., avec des données intègres, des bases de données relationnelles, où tout est bien rangé. Et puis on se retrouve avec une espèce d'ovni, avec l'IA générative, qui a des comportements, on en a tous fait l'expérience, des contenus générés qui nous paraissent absolument géniaux, dignes d'un PhD, et puis le prompt suivant, une erreur qu'un enfant de 5 ans ne ferait pas. Donc tout ça est assez perturbant. Et donc il y a, je pense, une nécessité d'avoir une mise à jour de cet univers de risque, ou à côté d'un risque de fuite de données suite à un phishing, etc. On a un risque du fait que d'un empoisonnement des données. J'en parlais tout à l'heure sur un aspect malveillant, mais aussi d'un système d'IA qui génère une hallucination. Et donc, et puis il faut aussi prendre ça en compte au niveau métier, parce que selon les entreprises, selon les métiers, on peut avoir des risques qui se traduisent en termes métiers de façon différente. Alors il y a un moment où il faut aussi avoir une prise de risque, parce que on sait que par construction, ces IA sont des technologies non déterministes. On sait que il faudra accepter un certain pourcentage d'erreurs, et donc la question c'est quel est ce ratio acceptable, et est-ce qu'on peut mener ces IA à un niveau
d'un ratio d'erreur ou de dysfonctionnement acceptable ou pas. Voilà. Et ensuite, je pense qu'il y a en effet une notion d'acculturation pour, et c'est ce que Florence disait, c'est-à-dire qu'il y a une gestion de risque, mais il y a le risque à faire et puis il y a le risque à pas faire. Il y a le risque à passer à côté d'une révolution qui amène des optimisations de process, des nouveaux clients, une rentabilité accrue, une rétention et également des collaborateurs. Donc je pense que il y a un enjeu de formation et d'ailleurs dans l'IA Act, article 4 si je ne m'abuse, ou 5, non 4, il y a une exigence de formation des collaborateurs, qui est claire, nette et précise. Donc cette formation, alors évidemment, selon les différents types de populations, parce que vous avez des praticiens de l'IA, des data scientists, faut pas leur expliquer la technologie, ils la connaissent mieux que quiconque. Par contre, faut peut-être mettre un peu l'accent sur les risques qui sont liés à ce qu'ils font. Et puis, vous avez les fonctions de contrôle qui, eux, sont très orientées risque, mais il faut remettre à jour un peu leur logiciel sur de quel type de risque on parle. Et puis, vous avez les métiers qui sont un peu au milieu du game, mais il faut aussi, il faut les acculturer sur l'IA, les potentialités, mais aussi les risques. Et puis, je pense que le top management, qui est, je pense moi, ce qui me frappe, c'est que je pense que la dimension risque dans cette révolution de l'IA, elle est déjà présente, alors que dans d'autres révolutions technologiques, on a attendu 10 ans avant de se dire qu'il y a peut-être un risque. Donc ça, c'est plutôt positif. Merci beaucoup Vincent. C'est justement de placer le curseur de l'acculturation et du risque au bon endroit pour faire de l'IA un levier d'innovation, un accélérateur pour les organisations. Tom, you've described real-life examples where the limits of... Tom, vous avez décrit des exemples réels où les limites d'entraînement de l'IA sont devenues visibles, comme quand un LLM formé sur des attaques silencieuses n'ont pas pu en détecter des plus explicites. Donc, qu'est-ce que cela montre sur la fragilité de l'IA dans le monde des opérations de sécurité et quel genre de gouvernance technique et humaine devons-nous mettre en place? Donc, je précise que ce n'était pas un LLM. Donc, d'abord sur l'explicabilité. Il y a des algorithmes qui travaillent sur l'output des modèles et qui expliquent comment le modèle est arrivé à ce résultat, le pourcentage de chaque fonctionnalité qui est pris en compte, etc. Donc, je vous donne un petit peu un indice sur la manière dont le modèle est arrivé à une conclusion. Mais ça, c'est différent de comprendre vraiment le dataset complet qui a été utilisé lors de l'entraînement de l'IA. Où là, ça relève plus de la statistique. Ce n'est pas au degré où nous comprenons toutes les informations du dataset. Donc, j'en ai parlé avec mon équipe. Qu'est-ce qu'on comprend de ça? Et donc, nous avons eu un cas où le modèle travaillait en parallèle avec nos opérations normales. Et il a été entraîné sur une attaque Red Team silencieuse. Donc pour vous donner une idée, la Red Team a produit 3 ou 4 alertes de différents systèmes de détection. Et donc dans cet espace confiné, le modèle a très bien travaillé. Mais ensuite, lorsqu'un Red Team a émergé qui était moins silencieux avec 12 ou 13 alertes, le modèle ne l'a pas identifié comme étant une attaque. Ce qui est compréhensible quand on se rend compte que le modèle est un organigramme qui finit selon plusieurs branches à décider si c'est une attaque ou pas. Et donc, d'où l'importance de connaître le modèle, les extrêmes, les contraintes, et en termes de gouvernance, je pense que c'est très important, on en entend parler avec mon équipe, c'est d'avoir une équipe diverse.
Donc ne pas juste se cantonner aux experts en mégadonnées, mais également comprendre vraiment qu'est-ce qu'on a donné à l'IA pour s'entraîner, et ensuite faire beaucoup de tests. Donc faire des entraînements, des réentraînements qui, à terme, produit un modèle relativement prévisible et qui fonctionne correctement. Did a lot of trainings and had Et donc, beaucoup de formations avec des équipes diversifiées. de gouvernance, de responsabilité, de cadre d'usage. Mais la vraie question stratégique est peut-être ailleurs. Comment embarquer les directions générales là-dedans? Alors Vincent, vous l'évoquiez très rapidement dans la dernière question, mais ma question actuelle s'adresse à vous, Julien. Julien, au-delà des exigences techniques, il y a aujourd'hui un impératif de conviction, convaincre les directions générales, les COMEX, que la certification n'est pas un fardeau administratif, mais un socle de résilience. Et selon vous, comment peut-on faire comprendre à ces instances que la normalisation peut être un vecteur de souveraineté et de maîtrise dans un écosystème technologique qui est tout le temps en perpétuelle évolution et qui se veut parfois opaque et interdépendant? C'est pas simple. En fait, ça l'est à partir du moment où, j'allais dire, il y a un effet un peu pervers quand on parle de régulation, parce que souvent on dit que c'est un peu dans nos métiers un mal nécessaire. C'est-à-dire que la prise de conscience d'une problématique, d'un risque, qui soit environnemental, qui soit lié à l'IA, passe parfois par une régulation qui impose, en tout cas qui met en avant peut-être une problématique qui pourrait avoir un impact sur le business, puisque pour parler très clairement, ce qui va motiver la direction, c'est majoritairement dans un premier temps l'impact qui pourrait se poser en termes économiques, en termes d'appel d'offres, de marché, si tout du moins il y avait des pertes de compétitivité liées à une absence de certification. Alors ça se fait dans tous les sujets, hein. On le voit en sécurité de l'information avec l'ISO 27001. Aujourd'hui, la compétitivité, clairement, entre une entreprise certifiée et une autre, elle est entre à peu près x2, hein, parce qu'on est dans un contexte où la cyber a beaucoup d'impact et il y a beaucoup d'inquiétudes. Et ce que vous disiez, Iman, et c'est surtout ça qui est important, c'est la capacité de résilience. Donc, imaginons demain, par exemple, on voit beaucoup d'opérateurs IA qui s'associent à des grands groupes industriels, dont je ne citerai pas le nom, mais il y en a de plus en plus, qui ont des responsabilités d'ordre économique, pour certains vitaux vis-à-vis de nous, hein, ou des OIV, pour développer, je dirais, des programmes qui ont un but, dans un premier sens, qui est de productivité, d'innovation, d'efficacité, mais la réalité, c'est que ça peut nous impacter, nous. Donc, la logique de ce qui va les motiver, ça va être aussi lié à ce que le régulateur, donc au niveau des États, va tenir comme discours par rapport à la responsabilité de l'entreprise vis-à-vis de telle ou telle solution. Et il vaut mieux agir en amont, on le voit aujourd'hui malheureusement tous les jours, sur ce qui n'a pas été fait peut-être il y a 30-40 ans en matière environnementale, puisqu'il n'y a pas eu de prise en compte des risques associés à plein de sujets, plein de questions, pour des raisons d'approche économique et libérale. Mais aujourd'hui, par contre, la question c'est, on a cette chance pour l'IA, comme disait Charlotte tout à l'heure, que cette réflexion sur les risques, elle est là sur la table. Donc ce qui va motiver la direction, c'est surtout clairement les opportunités que ça va ouvrir et celles qui vont pas perdre, avec une dimension, et on peut être heureux d'être en Europe aussi à cet égard-là, mais pas que, parce qu'il y a d'autres pays qui le mettent en place, c'est la dimension aussi sociale. Puisque très clairement, en termes d'incidents et d'images, je pense qu'il ne ferait pas très bonne presse que des entreprises qui, à un moment donné, sont des leaders sur des questions liées à l'IA, mettre en place des solutions qui, à un moment donné, pour X raisons, sachant qu'elles sont elles-mêmes aussi probablement dans les enjeux de guerre économique, potentiellement des cibles idéales en termes de cyberattaque, puissent avoir à un moment donné des très bad buzz en termes de réputation parce que elles auraient tardé à démontrer une volonté de mesurer les risques. Et le dernier point, c'est la transformation. On mesure sur toutes les entreprises certifiées aujourd'hui leur capacité d'amélioration, d'évolution
d'innovation. Et d'ailleurs, il y a des normes ISO pour l'innovation, ISO 56001. C'est pas pour rien. Ça peut être tout à fait compatible avec l'IA et intégrer les deux. Et la logique, c'est en fin de compte une norme à vocation à être un levier stratégique pour une direction. C'est pas un gadget, c'est pas quelque chose qui a vocation à gagner des marchés en soi. C'est une démarche volontaire de gouvernance, de pilotage. Et donc, je pense qu'en tant que, je reviens toujours au consommateur final, on sera plutôt amène à aller vers des entreprises qui démontreraient cette volonté-là que celles qui ne le démontreront pas, même si soi-disant elles auront les innovations les plus importantes, extraordinaires, à ce qu'on veut. Je pense que la société d'aujourd'hui fait que les notions de risque sont très exacerbées dans la société. Donc, je suis pas certain que des innovations, je dirais, les plus attractives, mais qui ne démontreraient pas une gouvernance, au final atterront le consommateur. Donc, je pense que les temps ont un peu changé. Bon, donc on voit que ces certifications, quelque part, elles sont des business enablers et vecteurs de transformation. Et peut-être qu'elles seraient d'autant plus la démarche sera d'autant plus appuyée si derrière le régulateur adopte peut-être une démarche coercitive, comme on le voit aujourd'hui avec certaines normes, n'est-ce pas, NIS 2, DORA et ainsi de suite. Et justement sur ces questions de réglementation, le droit parfois peine à suivre. Et Charlotte, vous le savez mieux que quiconque, les technologies évoluent bien plus vite que le droit positif. Et face à cette réalité, on aimerait savoir comment la CNIL peut-elle non seulement garantir la protection des droits fondamentaux, mais aussi accompagner les organisations dans une dynamique vertueuse. Quelles sont, selon vous, les conditions concrètes pour que la conformité ne soit plus vécue comme une contrainte, mais comme un levier d'innovation responsable ? Alors effectivement, il y a toujours on peut avoir cette impression qu'il y a une certaine inertie parce que les procédures évidemment en droit et surtout en législation sont beaucoup plus lourdes qu'en innovation. Donc de cette manière-là, l'innovation peut aller plus vite. Néanmoins, il y a quand même, je voudrais un peu nuancer cette phrase parce que quand on le voit par exemple pour la protection des données, la manière dont est écrit le texte, vu qu'il est justement agnostique technologiquement, il a aussi une très large portée et finalement une certaine pérennité et robustesse vis-à-vis des évolutions technologiques. Le règlement IA, il est un peu écrit de cette manière-là. Alors évidemment, il vise plus clairement ce qu'on appelle l'IA, mais je pense que beaucoup d'entre vous le savent, c'est un concept qui est au fond très large, qui est défini de manière extrêmement élastique parfois, même si on a cette différenciation entre déterministe et stochastique, mais qui finalement n'est pas forcément la définition qui est utilisée par le grand public, etc. Donc, finalement, on a quand même cette souplesse aussi des encadrements et de la réglementation qui permet aussi une robustesse dans le temps. Maintenant, vous avez entièrement raison. Il y a aussi, l'innovation a toujours par anticipation, on s'aperçoit que l'objet existe déjà et qu'il faut le réguler et qu'il y a des risques. Et malheureusement, parfois, c'est en réaction à des risques observés qu'on conçoit la réglementation. Je pense que ce qu'il faut, donc nous, dans notre approche à la CNIL, première chose, on essaie vraiment d'être en amont de la chaîne. C'est-à-dire qu'on est connu comme le gendarme des données personnelles, c'est le nom vernaculaire de la CNIL que le grand public connaît, mais on a aussi tout un programme d'accompagnement qui est très important pour nous parce qu'il permet justement d'éviter que les risques que des dégâts en fait se produisent. Donc c'est à la fois dans l'intérêt du régulateur, à la fois dans l'intérêt de la société civile, des entreprises aussi parce que c'est très coûteux pour leur réputation et parfois financièrement de faire face à une grosse violation de données comme ça s'est vu récemment. Voilà, nous on veut vraiment être dans disons cette approche-là, et il y a plusieurs outils qu'on a à notre disposition pour faire ça. Donc on fait de l'accompagnement, on a des appels à projets où on propose à des entreprises ou à du public aussi, on a les deux, des entreprises innovantes à fort capital de croissance, et donc on crée en fait une équipe avec différents, donc ça dépend du secteur, ça peut être la santé, ça peut être la banque, ça peut être en ce moment on accompagne par exemple DocaPost et Doctrine notamment, donc on a ces programmes-là
l'IA, où pendant 6 mois, 1 an, on est avec eux autour de la table et on discute et ils nous expliquent quels sont leurs process sur un certain produit et nous on leur donne des conseils pour qu'ils soient le plus conformes possible. Et donc l'idée c'est vraiment d'être dans une approche de dialogue. Pas de sanctions à ce niveau-là. Enfin, on est vraiment dans une approche de discussion et de dialogue, et avec vraiment pour objectif de favoriser la conformité en amont de la chaîne et en amont de la mise en service. Et donc, ça rejoint encore une fois le sujet des normes aussi, c'est que c'est tout l'intérêt aussi du règlement IA. Alors, on a de la certification pour la protection des données, mais c'est pas un prérequis du texte. C'est pas un prérequis réglementaire. La conformité RGPD ne passe pas en amont nécessairement par de la certification. C'est une bonne pratique. On a parlé de la 27001 pour la confidentialité. Cette norme-là, elle correspond, elle n'est pas équivalente au texte évidemment, mais elle correspond, elle peut remplir certains prérequis qui favorisent la conformité à la protection des données. Donc en fait, l'idée aussi, c'est de développer ce type-là de référentiel. On en a dans le domaine de la santé, mais on n'en a pas pour les autres domaines. Mais l'idée, c'est vraiment d'essayer de capturer les problèmes en amont. C'est ce que permet l'approche par les risques du règlement IA, c'est de regarder dès le départ quels risques vont se poser. Si je déploie ça, qu'est-ce qui peut se passer? Quelle est finalement la postérité du modèle? Comment il va se retrouver dans tel et tel système? Quels seront les risques pour la confidentialité, pour la sécurité, pour la santé éventuellement, pour l'autonomie? Et donc, nous, notre objectif, c'est d'accompagner par ce mécanisme d'accompagnement, et je terminerai là-dessus, un dispositif qu'on a lancé aussi il y a 2 ans, c'est les bacs à sable. Donc c'est un peu le même principe que l'accompagnement, mais avec un côté plus prospectif. C'est des projets qui sont pas encore déployés, et c'est un concept qu'on retrouve dans le règlement IA qui prévoit des bacs à sable réglementaires qui seront mis en place par le gouvernement. C'est pas encore le cas en France, mais l'idée c'est de potentiellement donc de pouvoir faire des tests en conditions réelles, et surtout d'avoir éventuellement certaines dérogations à titre exceptionnel pour certains traitements de données ou pratiques. Donc voilà, c'est une formidable opportunité pour les entreprises de comprendre en fait à quoi elles vont être confrontées en termes de risques. Excellent, merci pour ce travail titanesque. Tom, many security vendors now. Beaucoup de fournisseurs intègrent l'IA dans leurs solutions aujourd'hui, mais en tant que client, vous avez indiqué toute l'opacité qui entoure ces systèmes. Si on veut faire confiance à ces outils et leur confier nos infrastructures les plus critiques, quel est le niveau de transparence à exiger et comment est-ce qu'une organisation comme ING peut valider et tester des solutions basées sur IA avant de les intégrer dans les opérations de sécurité? Merci pour votre question. Donc effectivement, c'est un sujet important pour nous d'être sûrs, d'être confiants dans ce que nous fait, mais également par rapport à des régulations comme DORA. Donc je vais essayer de vous répondre de manière concise. Est-ce que on devrait savoir? Oui, la réponse est oui, on devrait avoir un bon niveau de compréhension pour le service qu'on propose. Est-ce qu'on peut le comprendre? Eh bien, je ne répéterai pas le problème avec l'explicabilité de l'IA ou des produits IA. Il y a également un équilibre intéressant entre la propriété intellectuelle des fournisseurs et le besoin de transparence. On le voit souvent dans les produits de sécurité. Et une question intéressante à laquelle je n'ai pas la réponse tout de suite. Est-ce que c'est une bonne chose que les produits de sécurité soient transparents sur leur fonctionnement? Si on pense par exemple aux antivirus. Donc avant, il y avait un service de testing underground qui pourrait reconnaître le malware sur vos périphériques. Donc on n'a pas encore la réponse, on n'a pas forcément besoin de l'avoir tout de suite, mais pour moi c'est un mélange entre les certifications, les réputations des fournisseurs, le testing que nous devons faire nous-mêmes, et à terme ça devrait donner le bon niveau d'assurance et de fiabilité. Donc
Merci Tom. Donc on a cette opacité croissante, la prolifération des outils, l'interdépendance entre les systèmes, et c'est ce que vous avez qualifié d'effet domino, Vincent. Generative AI, when combined with open APIs, invisible software dependencies, and cascading automation, can create systemic vulnerabilities that are difficult to reverse. How can we anticipate this domino effect on an ecosystem scale? Well, that's not an easy question. Indeed, we've had generative AI for 2 years now, so it's fairly simple. You have a prompt, it leads to content that's generated. Already today we have AI agents, so more complex AI systems. For example, in ChatGPT, Claude, DeepSeek, you have functionalities to go interrogate the web, external tools, reflections, thinking chain of thoughts, and in the future you'll be able to have AI agents with ramification. So this increases the exposed surface, exposed area. So Anthropic, who is the software editor for Claude, has created a system that allows to make requests to external systems with LLMs. So a document came out that shows flaws in this protocol. So I can only call on users to be, well, I don't want to use the word prudent, because we shouldn't just stop everything, because then we can't continue to innovate, but it's important to integrate this risk-based approach from the very beginning, and as well as potential cyber malice. Because if it creates value, people will be trying to capture this value. They're not necessarily well-intentioned. So when I was younger, I tried myself to break some systems, and I didn't tell myself that, well, in the future, I'm sure a whole new generation of testers will have fun with these. Thank you, Vincent. So, should we lock, prohibit, lock? Florence, you've taken a different path. Plusieurs entreprises ont choisi de bloquer l'IA générative, donc que ce soit par peur, par manque de préparation dans l'entreprise. Chez Zalando, vous avez choisi une autre voie, donc avec des garde-fous, vous avez supporté vos équipes, soutenu vos équipes, créé des lignes de gouvernance et développé des modèles qui peuvent être auto-évalués. Donc pourquoi est-ce que pour vous, le fait de bloquer cela serait un échec du management, et en votre expérience, qu'est-ce qu'il faudrait pour agir en confiance plutôt que pour permettre cela en confiance plutôt que juste un slogan. Donc j'ai expliqué tout à l'heure que les cas d'usage venaient principalement des équipes d'ingénieurs qui voulaient expérimenter, et c'est important pour nous également de promouvoir l'innovation avec des garde-fous. Mais il y a également plusieurs applications tiers qui existent. Donc ChatGPT, Mistral AI sont des applications qui sont à la mode, qui sont tendance en ce moment. Donc je vais me concentrer sur cette partie de votre question. Mon deuxième argument, c'est que je ne pense pas que c'est un échec, mais je ne pense pas que ça devrait être la norme de bloquer cela, ou en tout cas pour une entreprise comme la nôtre. Donc je vais vous expliquer ce qu'on a décidé de faire. Donc il y a
certaines applications que nous bloquons. Ce n'est pas une norme, mais il y en a qui posent un risque trop grand pour l'organisation et donc nous les bloquons. Mais pour d'autres applications qui ne sont pas nécessairement autorisées dans l'entreprise, mais qui posent un risque que nous considérons gérable, nous priorisons la formation. Donc ça veut dire des séances de formation, beaucoup de temps, beaucoup d'efforts, mais pour nous, cela vaut la peine. Cela en vaut la peine. Nous soutenons nos équipes pour faire les bons choix. Parce que je pense que si, justement, nous bloquons tout, les gens trouveront un autre moyen de le faire, mais sans avoir les bons outils. Et ça, c'est dangereux. Et je pense que si on forme les publics et qu'on leur montre comment faire les choses de la bonne manière, on contribue à résoudre le problème sociétal, puisque c'est un problème qui nous affecte tous. Donc c'est important de promouvoir cette éducation, la formation. Donc les gens qui ont été formés chez Zalando dans un cadre professionnel pourront ensuite aller former leurs amis, leurs proches, leur famille. Donc petit à petit, pour moi, c'est une manière de promouvoir la sécurité dans un sens plus large. We're seeing that it is a collective act of courage. So we don't have much time left, but if you have one or two questions for our panelists. So unfortunately, we don't have anyone for the microphones. I can either give you mine or... On parle d'entreprise. La personne ne parle pas dans le micro, on ne peut pas entendre pour traduire. But we've seen, for example, DeepSeek that was totally open and we showed it, so I tell them that, but they start to be afraid of phishing, they start to understand that, but for AI, they put their professional, personal life inside, and as far as I know, none of the common models that people know have the certification, and probably, I guess, they don't really want it for various reasons. So, oui. On n'a pas suffisamment de son dans la cabine pour traduire. On traduira la réponse. Is there like benchmarks of which one is totally open and which one is secured? How do we guide them? Quelqu'un veut prendre la question? Je pense qu'il pourrait y avoir plusieurs éléments de réponse. Je veux juste bien dire un mot sur la partie certification. On en est au début. Clairement, on est dans une nouvelle ère. Mais il y en a certains qui vont trouver plus pratique de ne pas le faire sans donner de nouvelles. C'est là où la régulation va avoir son rôle, parce que pour certains, ils ne vont pas avoir le choix. Okay. Et parce qu'il faut savoir que dans un cadre d'IA, il y a plusieurs niveaux. Ce qui peut être utilisé dans l'organisation par les salariés. Mais s'il y a des solutions développées, déployées, leurs donneurs d'ordre vont être soumis aussi à cette régulation, puisqu'ils sont dans... l'EIAC va peser sur eux aussi dans le déploiement et dans le contrôle de la sous-traitance. Il y a un effet ping-pong qui fait qu'à un moment donné, tout le monde va avoir, sur certains types de solutions, évidemment. Donc c'est pour ça que je parlais de mal nécessaire. Après, il y a des dynamiques qui sont initiées. Il y a des annonces peuvent être faites que quand les certifications sont obtenues. Il y a des gros acteurs du marché qui ont initié des mouvements. Mais c'est une démarche volontaire. Hein, et c'est là où cette table ronde, pour ma part, indépendamment de moi, est très intéressante. Parce que voilà, il y a des démarches volontaires comme Zalando, en l'occurrence, qui a perçu aussi un intérêt, indépendamment de la certification, c'est de mettre en place une gouvernance responsable sur ces sujets. Mais c'est aussi, je dirais, dans la relation à l'usage, hein, que ça va se faire. Ça met du temps. Il y a des normes qui ont mis parfois de 3, 4, 5 ans avant de s'envoler.
Mais avec le UI Act, je pense que ça va être beaucoup plus rapide. Merci. Vincent, vous voulez compléter? Oui, en fait, il existe aujourd'hui des benchmarks sur ce qu'on appelle l'alignement, c'est-à-dire le fait qu'un modèle, en gros, génère ou pas du contenu toxique, soit résistant ou pas au jailbreaking, ait tendance ou pas à faire fuiter des données personnelles. Et donc, par exemple, Claude d'Anthropic sort de ces benchmarks plutôt résistants, résilients, et DeepSeek moins, par exemple. Mais tout ça bouge extrêmement rapidement. Et puis, même ces benchmarks sont pas forcément la vérité vraie. Parce que c'est toujours basé sur un ensemble d'exemples finis, alors quelques centaines, quelques milliers de prompts où on teste et puis on voit le pourcentage de contenu acceptable, de réponses acceptables ou pas acceptables. Et puis même, il y a eu des études qui ont montré que quand un benchmark était fait d'un QCM, avec réponse A, réponse B, réponse C, réponse D, le seul fait de changer l'ordre des réponses modifier la performance des LLM. Donc, ce qui montre que tout ça n'est pas. Enfin, aujourd'hui, je pense que il faut accepter qu'aujourd'hui, il n'y a pas de réponse absolument parfaite sur beaucoup de problèmes posés par ces IA, par ces IA génératives, par ces LLM. Voilà. Donc, on est tous un peu en train d'apprendre et d'expérimenter. C'est plus fluctuant que les modèles habituels, en fait, c'est ce que vous disiez. Oui. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y aurait une autre question? Merci. Hello guys, Olivier, consultant at TIA. I have a more practical question. Bonjour, donc je suis Olivier, consultant chez ATIA. Je mène des analyses de cybersécurité sur des systèmes IA et il y a beaucoup de complexité sur ces standards ISO, OWASP, ANSI, etc. Et donc, je me demande si vous avez des recommandations pour surmonter ces complexités par rapport aux réglementations, aux standards ISO, etc. Qu'est-ce que je peux dire? Le bon sens. Ce que je trouve intéressant, nous, en tant que banque, nous avons 3 lignes de défense. La première, nous développons les éléments. Et parfois, ça va dans des directions différentes, puisque tout dépend de la fiabilité et de l'efficacité du modèle. Parce que c'est important quand même de savoir ce que fait le modèle et ce que les effets secondaires peuvent être. Donc, pour moi, c'est important de se concentrer sur ces questions-là. Parfois, je reçois des questions un peu bizarres sur des choses qu'on se demande si c'est important. Mais pour moi, c'est important de rester sur les points importants et je recommande vraiment le bon sens. Donc, pour ajouter ou rebondir, pour moi, c'est encore du bon sens et on en revient au pourquoi. Donc, les standards, les normes sont différentes, mais leur intention est la même. Lorsque nous avons développé notre cadre de sécurité, nous avions des méthodologies et nous avons justement pris en compte l'intention. Parce que sinon, on peut s'arrêter à la formulation de ces normes, ou le verbiage utilisé dans ces normes. Bon. Eh bien, écoutez, merci d'avoir été attentifs. Merci aux panélistes.